Le fait que j'ai pas osé faire des études de médecine, je n'ai pas osé parce que j'ai eu peur de l'échec. Allez, on a quand même eu quelques clientes qui sont venues parce qu'elles avaient reçu des feedbacks de « Ah, tu dois apprendre à gérer tes émotions ». Comme si le fait d'avoir des émotions était quelque chose de négatif. En tant que femme, si vous deviez réinventer les codes du monde du travail pour les femmes, quelle serait la première règle que vous changeriez ? La femme est trop sensible, qu'elle prend des décisions basées sur ses émotions. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir sur mon podcast Salacil Breakers, qui a pour objectif d'inspirer, de promouvoir le leadership et de promouvoir également les personnes qui osent entreprendre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Arlène et Jessica, qui sont cofondatrices de leur marque de coaching Bliss by J, qui accompagne des femmes à entreprendre, mais également à s'épanouir autant dans leur milieu professionnel que dans leur milieu personnel. Arlène, Jessica, merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir faire connaissance avec vous, nous donner un peu votre parcours, votre histoire et comment vous avez créé Bliss by J. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter dans un premier temps et puis on déroulera du coup les différentes questions qu'on a. Parfait, merci. Tu commences ? Je commence si tu veux. Donc merci pour cet honneur, cette invitation. Donc moi c'est Jessica Thierry, je suis psychologue et psychothérapeute. J'ai créé Bliss avec Arlie, on en parlera bien plus longuement après, il y a quelques années de ça. Donc ça fait quand même plusieurs casquettes sur le plan professionnel. Donc, sur le plan pro, je travaille en cabinet privé et dans une ASBL qui est en lien avec la justice. Je suis maman de 2 garçons, j'ai un petit chien et un petit chat. C'est important de le dire. Et voilà, je suis plutôt d'un naturel assez actif, donc je ne vais pas te citer tout ce que j'aime bien faire, mais ça viendra plus tard aussi. Merci Khadija de nous accueillir. Avec grand plaisir. Donc voilà, moi mon nom c'est Arlène Derbet. Je travaille pour une biotech allemande. Donc j'ai fait un parcours un peu divers. J'ai commencé par faire des études en lettres, et puis j'ai fait un doctorat en gestion financière, et puis je suis arrivée dans la pharma, principalement en R&D, en recherche et développement. Donc voilà, je suis un peu le flow et les opportunités que la vie m'apporte. Et puis, donc cofondatrice de Bliss avec Jess, et maman d'une fille et un garçon. Et j'ai aussi un chien et un chat. Ça, c'est votre DA, du coup, un chien et un chat. Top, en tout cas, enchantée de faire votre connaissance. Du coup, pour planter un peu le décor et l'ADN de votre projet, justement, quelle est l'histoire de votre rencontre et comment vous avez eu l'idée de créer Bliss by J ensemble? Notre rencontre, ça, elle remonte quand même à quelques années. Hein. Donc, on s'est rencontrés il y a 25 ans. Oui, en faculté de gestion. Ouais. Parce qu'on a toutes les deux des parcours universitaires riches et variés. Ouais. Donc Arlie avait fini les lettres, la philo classique, pour ensuite faire la gestion. Et moi, à ce moment-là, j'avais terminé un master en gestion. J'avais pas encore commencé la psycho, et donc on était toutes les deux assistantes à l'Institut d'administration et de gestion, qui est maintenant la LSM à Louvain-la-Neuve. Ouais. Et on s'est rencontrés là, on était collègues. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà, tout de suite, une très belle amitié est née. Oui. Et puis, j'ai rencontré mon mari via Jess aussi. Et donc, nos maris sont amis. Voilà, nos maris sont amis depuis l'enfance ou l'adolescence, en tout cas depuis l'école. Et donc, c'est ça aussi qui a fait que le lien est resté. Ouais. Et puis, on est marraines de nos enfants respectifs. Et puis, je dirais que, il y a une petite dizaine d'années, on avait toutes les deux l'envie de développer quelque chose à côté de notre travail journalier. Et on avait envie de faire quelque chose qui était lié aux femmes et au fait que les femmes ne prennent pas beaucoup de temps pour elles et prouvent souvent la culpabilité à prendre du temps pour elles. Et donc en 2017, le temps que le projet mûrisse un petit peu, qu'on décide de se lancer,
on a lancé ce qu'on appelle la première mouture de Bliss, qui à l'époque était plus organiser des événements pour des femmes, et c'était organisé de A à Z. C'était en général une demi-journée, un week-end, dans un bel endroit, avec une activité sympa, avec un brunch ou un lunch. Et puis voilà, le concept a évolué pour différentes raisons. Et un gros tournant, ça a quand même été le Covid et le lockdown, où là, on a commencé à organiser des webinars où les femmes partageaient ce qu'elles ressentaient du fait d'être à la maison, avec leur boulot, avec leur vie familiale, pour certaines avec des enfants, et comment gérer tout ça. Et suite à cela, il y a des femmes qui nous ont demandé si on n'organisait pas des programmes de coaching parce qu'elles trouvaient que le contenu était vraiment intéressant. Et voilà. À se lancer là-dedans. Donc du coup, c'est par rapport aux besoins, enfin, les femmes qui vous ont justement, on va dire, guidé vers cette nouvelle filière, enfin, développement de Bliss by J. Mais du coup, l'idée initialement, elle est venue d'un déclic, d'un vécu que vous avez eu. Elle est venue d'un croisement de convictions respectives, où toi, Harley, t'expliqueras mieux, mais tu as cette vision de la place de la femme en entreprise, et où moi, j'ai cette vision de regrouper des personnes qui se comprennent et qui parlent de choses similaires, et ici, en l'occurrence, comment à la fois s'épanouir dans son job et avoir une vie de famille ou une vie de femme au sens large, épanouissante, et donc avec toutes ces perspectives différentes et plein de brainstorming, on s'est dit mais voilà, c'est ça qu'on peut apporter aux femmes. Et donc pour rebondir sur la question suivante, vous avez toutes deux des carrières solides dans des domaines ultra exigeants, et donc comment vous faites justement pour concilier en fait vos rôles de maman, de femme, de carriériste aussi, mais aussi votre projet sur le côté, ça fait tout de même beaucoup de charges. Comment... Oui, mais en fait, on en reparlait un peu plus tôt aujourd'hui, toutes les deux. Mais je pense qu'on applique ce qu'on prône dans nos programmes de coaching. Et c'est vrai que souvent, on a des femmes qui nous contactent en disant « mais comment vous faites ?» Mais en fait, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Donc oui, c'est vrai que les femmes savent qu'on a notre job, elles nous voient via les réseaux sociaux, actives sur Bliss, on parle quand même souvent de nos familles, donc les gens savent qu'on a des enfants, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Par exemple par exemple, on délègue pas mal de choses. Moi, je délègue beaucoup, que ce soit par exemple la logistique, l'entretien de la maison, que ce soit aussi mon mari. Mon mari a vraiment aussi une part active dans s'occuper des enfants, etc. Moi, je m'investis pas beaucoup dans tout ce qui est non, pas beaucoup, pas du tout, dans tout ce qui est comité de parents, parce qu'en fait, voilà, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas une fibre pour cela, et donc, je dis non. Et en fait, c'est ça, et on n'a pas du tout la même fibre pour les mêmes choses, et c'est ça qui est super. On rigole souvent de cette histoire de comité de parents, parce qu'à un moment, j'ai été très investie, moi, justement, dans le comité de parents quand mes enfants étaient plus jeunes, parce que c'était vraiment super important pour moi de m'investir dans cette communauté-là, de participer à cette partie-là de leur vie. Et donc, on réfléchit toutes les deux, et en effet, on fait ce qu'on prône dans Bliss, à ce qui est important pour nous, à ce qu'on va prioriser. Et donc, en fait, on se rend même plus compte parfois de ce qu'on ne fait pas, parce que ce n'est tellement pas important, et ça n'a pas d'intérêt d'être mis sur la table, qu'en fait, voilà. Quel a été, du coup, le plus grand défi au lancement de Bliss by J, et quelle a été aussi la plus grande réussite de votre projet Je me demande si on a... Oui, parce que j'étais en train de me dire que ce serait intéressant d'avoir nos deux points de vue. Moi, je pense que le plus grand défi, ça a été d'oser nous lancer. Parce que, voilà, on avait quand même des barrières chacune, et de créer la première page Facebook de Bliss et de l'envoyer en une soirée à tous nos contacts Facebook chacune.
et d'avoir 100 followers le lendemain. 100 tout rond. Ça, c'était... Enfin, de nouveau, moi, j'ai toujours heureusement qu'on est deux, quoi. Ouais. Moi, je dirais que le plus grand défi, ça a été les premières vidéos. Ah oui, Le fait de se montrer et d'essayer de vendre, soyons clairs, de vendre quelque chose qu'on proposait sans avoir eu de retour. Maintenant, on a été rassurés parce qu'on a eu des retours super chouettes des filles avec qui on a travaillé, mais au début, on se dit bon ben voilà, on vend un truc et il faut oser se montrer, sachant que la communication, c'est pas notre job à la base, c'est pas un truc qu'on connaît, qu'on maîtrise particulièrement, et donc on l'a fait avec plein de spontanéité, et puis on a dépassé ce stress-là. Et donc du coup, pour moi aussi, une des plus belles victoires, ça a été les premières ventes des programmes de coaching. Ah ouais, ça c'est vrai. De se dire, waouh, ça démarre, ça se lance. Oui, il y a des gens qui croient en nous. Et ça reste, quand on propose un nouveau format, c'est quand même toujours, à chaque fois qu'on reçoit le mail avec quelqu'un qui a acheté, donc c'est quelqu'un qui s'est inscrit, qui est intéressé, ça reste toujours un petit moment de joie, et alors on s'envoie des captures d'écran, des petites célébrations. Exactement, il faut toujours célébrer ces petites victoires, comme tu dis, c'est ce qui nous motive justement à continuer. Mais du coup, dès le lancement, est-ce que ça a commencé déjà à prendre Vous avez eu vos clients, mais du coup, quelle était la plus grande difficulté justement pour qui est justement des clientes qui adhèrent? En fait, la plus grande difficulté, c'est d'avoir des clientes, c'est de trouver les clientes, c'est de baigner dans le bon milieu, de s'adresser aux bonnes personnes. On aime bien paraphraser Nanny McPhee en disant si vous avez besoin de moi, mais qu'en fait tout va bien, en gros, je suis pas là, mais à partir du moment où vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin de moi, mais là, je suis là. Et en fait, c'est ça, souvent, nos clientes ne se rendent pas tout de suite compte qu'elles ont besoin ou que ça pourrait leur être bénéfique de passer par Bliss, parce qu'il y a quand même pas mal de résistance au changement. Parce qu'en fait, ce qu'on propose, c'est clair, c'est un changement. Tout à fait. Et c'est pas toujours simple. Et donc, communiquer là-dessus, et avoir des clientes, c'est un fameux défi. Ouais. C'est pas évident, Et alors, je pense qu'il y avait aussi, il faut penser à son modèle économique. Donc, dans la première mouture de Bliss, on avait beaucoup de coûts fixes. Et à chaque fois, ça nous mettait quand même une pression de se dire, mais est-ce qu'on aura assez de participantes que pour couvrir ces coûts fixes? Et il y a des fois où il n'y a pas eu assez de participantes et on a bu la tasse. Et donc, dans le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle où on n'a quasiment pas de coûts fixes. Puisque beaucoup de choses se font en virtuel. C'est surtout nos cerveaux qui travaillent. C'est ça. Donc voilà, ici on va refaire un workshop bientôt en présentiel. Donc depuis très longtemps on n'avait pas fait ça parce qu'on avait été un peu refroidi de ces investissements en coûts fixes. Et là, du coup, pour votre justement événement, ça a bien pris. Vous avez. C'est le début. On commence seulement à en parler parce que c'est dans 2 petits mois. Du coup, on mettra justement les informations. C'est super gentil. Merci. En barre d'infos, comme ça, les personnes qui seront intéressées pourront s'inscrire directement. Merci. Mais je pense aussi que on a plus de maturité par rapport à ça. Et voilà, on mesure nos investissements. Donc, on sait bien que ici, ce sera pas un très gros risque. Donc, justement, en tant que femme, on a plus de facilité et on est plus généreuse aussi, même dans l'entrepreneuriat, par exemple. Personnellement, j'investis, je me dis c'est pas grave, le retour sur investissement ce sera plus tard. Et c'est quelque chose qui doit être mesuré. Oui, il faut quand même regarder. Tout à fait. Il faut garder ça à l'esprit. Par rapport à l'entrepreneuriat, quel est le trait de caractère qui vous a que vous avez pu découvrir justement grâce au fait que vous avez entrepris? Quelle est justement cette fibre que vous n'auriez pas pu découvrir autrement que dans l'entrepreneuriat? En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup sur moi-même via l'entrepreneuriat parce que c'était complètement sortir de ma zone de confort. Donc, je viens quand même d'un parcours académique, puis j'ai fait un doctorat, donc c'est quand même très théorique.
Et puis, j'ai rapidement évolué dans des grands groupes qui sont très codés, mais en même temps où tu as toute une infrastructure qui t'entoure pour que tu puisses performer sur ce pourquoi tu as été engagé. Et donc, c'est vrai que comme tu as parlé, hein, le fait de faire des ventes, alors là, nous, l'inconnu. Donc, on s'est quand même formé. Et en fait, moi, certainement, quelque chose que j'ai appris, c'est que quand tu te formes, quand tu oses, en fait, voilà, ça va se passer. Et je pense qu'on avait vraiment aussi, au départ, sans doute un peu peur du regard des autres. Hein, quand on a lancé notre page Facebook, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser ?» Mais en fait, les gens, ils ne te regardent pas. Ils ont bien d'autres choses à regarder que toi. Tout à fait. Et donc voilà, il faut oser, quoi. Moi, je pense que j'ai découvert que j'étais moins averse au risque que ce que je pensais. Voilà, quelqu'un d'assez angoissé, anxieux de base, et j'ai toujours considéré que j'aimais pas trop prendre des risques, mais l'entrepreneuriat plus pas mal de travail sur moi-même m'ont fait prendre conscience qu'au contraire, en fait, ça me booste, ça me galvanise. Alors, ce sont des risques mesurés, hein, on est bien d'accord. Et je parle pas que du risque financier, mais ce serait du risque de s'exposer, du risque de tenter quelque chose de nouveau et de se prendre voilà, un mur. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai découvert que j'étais capable de faire face à des choses qui ne fonctionnent pas, et ça va parce que je rebondis, c'est ok. Et ça, c'est assez encourageant de me dire j'ose beaucoup plus que ce que je pensais que j'étais capable de faire. Ouais, non, c'est une belle leçon en tout cas. Parce que moi-même, personnellement, justement, oser s'exposer, se montrer, c'est pas un exercice facile. On n'apprend pas ça à l'école. Il faut se former. Non, vraiment, je repense, comme tu disais, aux premières vidéos qu'on a filmées. Ouais. On faisait je sais pas combien de prises. Maintenant... oui, maintenant, on y va quasiment en live. Mais c'est vrai qu'en plus, je trouve que quand on se souvient des petites filles qu'on était, c'était quand même sois sage, ne papote pas en classe, ne te fais pas remarquer, ne t'habille pas d'une façon trop différente des autres. Alors c'était pas dit toujours aussi clairement, mais enfin c'est quand même ça qui était véhiculé. Exactement. Donc l'entrepreneuriat, c'est finalement, là aujourd'hui j'ai décidé de me montrer et de faire ce que je voulais. J'étais un petit peu à l'opposé de toutes ces petites phrases que j'ai eues en tête en grandissant. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que la génération d'aujourd'hui, elle est tout à l'opposé de ce qu'on était. Ouais. Et ils prônent vraiment le changement, profiter de la vie. Puis l'entrepreneuriat, voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde. Je pense que justement le fait que vous montriez l'exemple de ce que c'est oser, ça permettra aussi à d'autres femmes justement de s'inspirer de vos différents parcours et d'oser faire le pas. C'est ce qui est important en tout cas. Justement, qu'est-ce que vous mettez comme habitude, des conseils en tout cas, ou des habitudes que vous mettez en place pour gérer tout ça? Alors, on a faim parce qu'on aime bien parler d'habitudes. Les routines et les habitudes. Mais, et alors, on a eu une cliente un jour qui nous a posé la question, mais enfin, voilà, il faut y aller, il faut oser, il faut changer. Et en même temps, il faut des routines et des habitudes. Est-ce que c'est pas antinomique? Et en fait, ce qu'on met en place, ce sont des habitudes dans le sens où les choses qui fonctionnent vraiment bien, qui nous font du bien et qui sont indispensables, on les pense, on les met au travail avec intention jusqu'à ce qu'on ne doive plus y penser et que ça roule. Et je pense que c'est vraiment ça le fond de cette manière de vivre qui reste agréable et souple malgré le fait que ce soit hyper bien rempli. On aime bien dire que la liberté est dans le cadre et que donc quand tu as une structure que tu définis pour toi-même, après, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans ces structures. Donc, comme tu dis, les habitudes, les routines. Mais moi, je sais bien que le matin, je me lève, je fais du sport. D'office. Voilà. En semaine, pas le week-end. C'est important. Je dors. Mon sommeil, c'est vraiment précieux.
Donc, j'essaie vraiment de pas aller... J'ai la chance d'avoir un très bon sommeil, mais j'essaie vraiment de ne pas aller coucher trop tard. Parce que je vois bien, s'il y a un jour dans la semaine où je vais coucher plus tard, voilà, c'est plus difficile le lendemain. Et ici, depuis le mois de mai, j'ai décidé de bouger plus. Comme je travaille quand même beaucoup de calls, de réunions, mais il y en a certaines que je fais en marchant. Ouais, Et je me rends compte qu'en fait, quand je fais ça, ces appels en marchant, en fait, je suis plus présente dans la réunion qu'en fait, quand je suis depuis 3 heures derrière mon PC en Teams, quoi. Complètement. Ouais. Mais moi, je vais promener mon petit chien. Alors ça, c'est une habitude assez récente. Mais j'avoue que ça fait partie un peu du processus décisionnel d'avoir un chien. C'est de me dire, passer ce moment à aller se promener pour promener le chien, ça prend une autre valeur pour moi que juste sortir et aller me promener. J'avais besoin aussi de ce petit coup de boost, donc ça me convient bien. Le sport, jamais dit ça il y a 10 ans, mais voilà, je me suis découvert une passion tardive. Mais et j'y déroge pas. 2 fois par semaine. Alors c'est variable. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut s'inscrire et y aller quand on le veut. Mais en tout cas, minimum c'est 2 fois par semaine là. Et ça me ressource super fort. Et alors lire, je passe pas une journée sans lire. Moi, j'ai un très mauvais sommeil, par contre. Mais du coup, lire avant de m'endormir, même quand je rentre tard, même quand on a eu un souper chez des amis, je lis quelques pages et ça me fait du bien. C'est génial, en tout cas, d'avoir partagé ces petits tips qui sont quand même super importants dans cette vie ultra chargée. En fait, on est sollicité partout. Et prendre un moment pour soi, c'est super important. En tout cas, merci pour la clarté de cette première partie. Du coup, après ce parcours, on va pouvoir ouvrir le chapitre un peu plus intime, au-delà de vos CV, vos réseaux sociaux, et ça va nous permettre aussi de découvrir les femmes qui se cachent derrière Bliss by J. Du coup, après le faire, on va parler de l'être, et du coup j'aimerais justement qu'on puisse en discuter plus en profondeur. Donc qui êtes-vous en dehors de vos titres, de vos CV, et justement qu'est-ce qui vous anime le plus dans vos vies respectives en fait, et vos vies communes aussi, parce que c'est ultra important. Donc moi je suis j'allais dire une jeune femme, mais bon, peut-être plus si jeune que ça. Donc une femme toujours jeune. En tout cas, dans la tête, dans le cœur. Originaire de Charleroi et fière de le dire. Tout à fait. Voilà. Comme je disais, maman de 2 enfants, rêveuse, distraite. J'ai toujours un peu comme son mari, j'oublie ma vie, et donc j'ai 2 disques durs externes, Jessica et mon mari. Tu dois pas t'ennuyer du coup. Je me rappelle pas qu'on a fait ça, mais si. Bon. Donc voilà. Oui, moi j'aime bien, je suis quelqu'un de souriant, j'aime bien rencontrer les gens. Moi ça se ressent, ta joie de vivre. Voilà, j'aime passer beaucoup de temps avec ma famille, pour moi c'est très important. Que ce soit donc mon mari, mes enfants, moi, donc nous 4, ou mes parents, ma belle-mère, mes amis, ma famille étendue. Pour moi c'est très important, c'est vraiment un socle, un pilier pour moi. Je pense qu'il faut impérativement avoir justement un pilier qui puisse, quand ça va mal, on peut se reposer dessus. Et toi, Jessica, du coup? Je suis aussi originaire de Charleroi et là j'habite au Bonvillers, qui est une commune que j'adore, que je ne veux absolument pas quitter tellement je m'y sens bien. Je suis aussi donc maman de 2 garçons et j'ai cet enthousiasme dans ma manière d'aimer, je crois, qui est
c'est gigantesque, mais du coup, je suis quelqu'un de très angoissé aussi, donc c'est toujours très intense, très fort. Ce que je ressens pour les gens autour de moi, j'ai besoin vraiment d'être entourée. Je suis pas du tout une solitaire. Je me ressource vraiment quand je suis en contact avec d'autres personnes. Je peux me sentir complètement lessivée et me dire au fond de moi, j'ai envie de rester dans mon canapé. Si je vois des gens, ça va me remonter vraiment mon niveau d'énergie. Et comme toi, Arlie, j'aime vraiment investir mes relations, que ce soit mes relations familiales et amicales. Je suis fille unique, donc mes amis, c'est comme les sœurs que j'ai pas eues, donc je suis vraiment super à fond dans mes relations amicales. Et je tiens pas en place, donc j'ai toujours envie de faire plein de trucs, de voyager partout. Je pense que si on m'empêchait de voyager, ce serait vraiment compliqué. Mais même si je voyage pas loin, parce que pendant le Covid, j'ai quand même réussi à tenir en ne voyageant qu'en Belgique, voilà. Mais j'aime quand même bien aller loin malgré tout, hein, donc faut pas m'empêcher d'aller au bout du monde non plus. Mais du coup, c'est pas paradoxal par rapport au fait que tu sois anxieuse d'avoir d'être psychologue, d'être à l'écoute des gens. Est-ce que ça t'impacte pas émotionnellement parlant? Alors, en fait, je dis toujours qu'on a les défauts de ses qualités et inversement, parce que l'anxiété c'est pas vraiment une qualité. Mais en tout cas, ça me permet quand même, je pense, de me connecter assez facilement avec les personnes qui viennent dans mon cabinet, mais aussi je suis avant tout une grande mentale. Je suis quand même très souvent perchée dans ma tête, et donc pour moi le métier de psy vient rencontrer mon désir de petite fille d'être détective privée, et je suis vraiment en permanence dans une position d'analyse, et je pense que cette position d'analyse me permet de prendre un peu de recul et d'être moins impactée émotionnellement. Ok, ça c'est vrai que voilà, à chaque fois je me posais la question comment en tant que femme surtout on a plus de sensibilité, on a justement ce rôle de maman qui fait qu'on est encore plus sensible, et de mettre cette barrière. C'est vraiment une formation. C'est vraiment. Je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a des personnes, on sent qu'elles ont ça en elles, d'être potentiellement une bonne psy. Mais je suis vraiment convaincue que sans une formation solide et continue, c'est-à-dire que là, à mon âge, je continue de me former régulièrement, on ne tient pas sur la longueur. Donc c'est vraiment une question de formation. Ouais, tout à fait. Et donc revenons un peu sur votre enfance ou sur un moment de votre jeunesse qui a justement fait que vous êtes devenues les femmes que vous êtes aujourd'hui. Comme j'ai pas une bonne mémoire et comme à l'époque je ne connaissais pas encore Jess ni mon mari. Pas facile cette question. Non, moi j'ai bloqué dessus. Et en fait je me suis vraiment dit que c'est une construction, pierre par pierre. De moments qui t'ont... Ouais. Et moi, j'ai essayé de trouver un moment clé. Et alors, je me suis égarée vers la lecture de Mort sur le Nil d'Agatha Christie, qui a développé mon désir de devenir détective et de voyager. Ça peut être le truc, justement. Si Agatha, qui est quand même vraiment une de mes idoles, Agatha Christie. Et puis quelque chose de plus fondateur et plus en lien avec le thème du jour, c'est le fait que j'ai pas osé faire des études de médecine. Je n'ai pas osé parce que j'ai eu peur de l'échec, j'ai eu peur de ne pas réussir le concours après la deuxième année, au moment où j'ai commencé médecine, et de me dire 2 années perdues. J'ai eu peur de ne pas avoir accès à la spécialisation en psychiatrie. Bref, j'ai eu peur, je l'ai pas fait. Et vraiment, je décide, et je ne sais pas à quel moment j'ai décidé que ça ne m'arriverait plus jamais, d'avoir peur de faire quelque chose et de ne même pas essayer, de ne même pas y aller, parce qu'en fait, je ne peux même pas me dire j'ai raté et c'est super dur. Je me dis si ça tombe, j'aurais réussi. Clairement, et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est plus acceptable en fait. Et tu ne regrettes pas justement de ne pas avoir... Si, mais je fais plein d'autres trucs à la place. Et c'est chouette aussi. C'est l'essentiel du coup. Presque arrivé. Oui, et puis c'est aussi pour ça qu'après avoir fait la gestion, je suis revenue à cette première idée de mais je veux travailler en hôpital, mais comment, pour apporter quoi aux gens, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait psycho, j'ai travaillé en hôpital. Voilà.
Bah, on a un point en commun. J'ai fait médecine, j'ai pas réussi. Et du coup, j'ai pas de regret. Mais c'est vrai que c'était une période où l'échec m'a vraiment déstabilisée parce que j'étais la bonne élève, celle qui n'échouait pas. Et du coup, l'échec, ça m'a vraiment cassée. Ouais. En vous écoutant, j'ai quand même une expérience qui me revient. Donc, comme je le disais, j'ai commencé par faire des études en lettres classiques. Je voulais être professeur de latin et grec. Et j'ai fait d'ailleurs ces études en lettres classiques. Et en fait, je pense que lorsque j'étais, en 4e secondaire, ou même peut-être avant, j'ai eu une prof de latin et de grec qui était hyper exigeante, mais qui était juste. Et je pense que cette dame m'a beaucoup marquée et que je me suis vraiment retrouvée dans ses valeurs à elle. Et je pense qu'elle est loin d'être étrangère au fait que ce sont les premières études que j'ai fait. Je voudrais rien faire d'autre en sortant de ma réto. Tu vas aller faire du latin et du grec. Oui. On va ouvrir un peu une fenêtre sensible parce que la force, elle naît justement des doutes. Et si vous deviez partager une vulnérabilité ou un doute, une peur qui vous a longtemps accompagné. Moi, je crois que le fait de ne pas oser, en tout cas, peut-être, cette expérience de ne pas avoir fait médecine m'a mis une telle claque que très vite, je me suis dit ça ne m'arrivera plus. Donc, j'ai plus été paralysée par cette peur-là, mais qui, je pense, était une peur d'ado quand même, que je traînais depuis un petit temps. Mais je pense maintenant, quand je réfléchis à moi aujourd'hui, et surtout, moi, depuis que je suis maman, c'est la peur de la solitude. Et du coup, avoir un business à deux, ça me va super bien. Ah, ça c'est vrai. Effectivement, moi je le ressens personnellement parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça te met dans une position où tu es vraiment solitaire et le fait que vous soyez à deux, justement, ça fait la force de votre projet. Donc, du coup, à toi, Arlène. Écoute, moi j'ai quand même fait pas mal de travail sur moi-même. Bon, déjà, ma meilleure amie est psy. J'ai quand même pas mal baigné dans le développement personnel. Moi-même, je vois une psy. Donc, quand j'analyse un petit peu mon passé, moi, je pense que quelque part, j'ai une peur de l'abandon. Et peut-être pas... Moi, j'ai pas peur de la solitude parce que je me retrouve, moi, parfois dans la solitude, mais c'est de pas être assez bien pour les gens et donc d'être laissé abandonné. Voilà. Donc il y a toujours cette volonté. Alors, une fois que tu en as conscience, c'est différent. Comme on dit souvent, tu analyses les mécanismes mais donc il y a très souvent eu ce besoin de plaire, de chercher la reconnaissance de l'autre, de chercher à bien faire. Donc ça, c'est... Et tout ce que ça peut entraîner, parce que finalement, tu n'existes qu'à travers les yeux de l'autre, et plus vraiment pour toi. Mais ça te met pas justement une certaine pression de toujours être... Voilà, alors après... À partir du moment où tu en prends conscience et où tu peux faire un pas de côté, dire « Oh, attention, là, je retombe dans ce mécanisme de... » Voilà, mais... Et c'est pour ça que dans nos programmes, on insiste quand même beaucoup sur l'importance de la connaissance de soi. Parce que tant que tu n'as pas compris tous ces mécanismes qui sont en permanence en activité dans ton cerveau, dans ta façon de voir les choses... Tu répètes. Tu continues à répéter les mêmes schémas et même si tu veux t'en sortir, tu répètes la même chose. Donc en fait, la question que tu poses, je trouve qu'elle est hyper pertinente parce qu'à partir du moment où tu veux entamer un changement, créer un nouveau projet, t'as plein de peurs, t'as toutes ces barrières et mieux te comprendre te permet justement d'ouvrir ces barrières et Exactement. Ouais. Je pense que l'entrepreneuriat, justement, ça nous pousse à faire introspection avant de faire... C'est nécessaire. Ouais. Personnellement,
je le vis encore toujours aujourd'hui, c'est de toujours me remettre en question. Est-ce que je fais bien ça? Est-ce que je dois pas me former justement pour mieux délivrer, mieux... Et je pense que cette pression, on l'a pas forcément si on n'entreprend pas, parce qu'on reste dans notre zone de confort. Et le fait d'entreprendre, ça nous pousse dans les retranchements, et effectivement. Mais du coup, justement, pour durer et pour se ressourcer, quelles sont les ressources au quotidien que vous avez, justement, qui vous permet, en dehors de la famille et du travail, qui vous permet justement de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous? Moi, j'ai toujours besoin de m'évader dans une certaine mesure. Et donc, la lecture, comme je disais, reste vraiment le moyen d'évasion le plus facile d'accès, selon moi. Je trouve ça vraiment juste dingue. Tu prends un livre avec toi et tu te coupes du monde en un quart de seconde dès que tu rentres dedans, pour autant qu'il te passionne. Mais j'ai toujours un livre avec moi. Et sinon, je rêvasse. J'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Je rêvasse à plein de choses que je pourrais faire, d'endroits où je pourrais aller, de projets réalisables ou pas réalisables. Et je fais tourner le petit moulin tout seul. Et puis parfois, je vais voir si c'est faisable. Et puis après, c'est parti. Et puis j'embête tout le monde avec toutes mes idées. Justement, c'est pas usant de rêvasser et de, justement, quand t'as des nouvelles idées, des nouveaux projets. Ça m'amuse pas, moi, non. Non, en fait, mais je crois aussi, avec la solitude, c'est cette question du vide. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, d'avoir un projet sur le feu, de planifier, d'organiser, de me projeter. Donc, ça me fait du bien. Sans ça, je peux vite avoir le moral dans les chaussettes et justement ne plus avoir le niveau d'énergie qui m'est indispensable pour fonctionner. Il faut ce qu'il faut. Je pense qu'il y a des personnes qui ont justement ce besoin Personnellement, je suis pareille, hein. Donc ça peut te rassurer. Toujours des idées, des projets. Et puis il y a certaines personnes qui me disent qu'il déjà faut te canaliser parce que tu t'éparpilles. Mais c'est un truc qui m'anime, je peux pas faire autrement. Après, on fait le tri, c'est l'entonnoir, hein. Plein de trucs, et puis il y a une perle pépite qui sort. T'as accouché d'un bon bébé. C'est ça. Et du coup, toi, Arlène? Oui, donc aussi beaucoup la lecture. Ouais. Comme Jess, j'en ai pas encore parlé, mais aussi j'ai toujours un livre, je lis toujours avant de m'endormir, en vacances, je dévore des livres, j'en profite pour lire énormément. Le sport, moi, depuis que je suis vraiment très jeune, j'ai cette habitude de faire du sport, et donc ça participe vraiment à mon hygiène de vie. Et j'aime aussi avoir des projets, peut-être pas de façon aussi boulimique que toi. J'avais frénétique en tête. Oui, voilà, ça revient. Mais voilà, il me faut un plan. Il me faut des plans, qu'est-ce qu'on va faire. C'est plus structuré chez toi. Oui, c'est plus structuré. Très procéduré. Je crois que c'est le pharma qui fait. Peut-être. Mais donc, voilà, j'aime bien avoir des projets dans le sens, voilà, je vais avoir des choses à faire. Je vais me projeter dans l'avenir, donc voilà, ça c'est aussi important pour moi. Et du coup, quel conseil vous donneriez à la jeunesse d'aujourd'hui, parce que très concrètement, les jeunes, enfin pas tous, heureusement, mais on pas cette fibre de la lecture, lire des livres. On a plus accès, voilà, aujourd'hui, aux réseaux sociaux, les créations de contenu, et je pense qu'il est quand même important de revenir à l'essentiel. Mais c'est comique parce que donc on a toutes les deux enfants, et je pense que je vais être voilà. On en a un qui aime bien, alors c'est l'aîné. Ouais, chez les deux. Nos deux aînés adorent lire, et nos deux cadets c'est beaucoup plus poussif. Oui. Pourtant c'est la même éducation, etc. Ils ont autant de livres autour d'eux que les précédents. Donc c'est difficile parce que voilà, donc mon cadet, on lui a acheté des livres, on a regardé des livres qu'il pourrait aimer. Oui. C'est vrai que j'étais partie sur cette idée-là. Ouais.
Je me souviens d'une amie qui n'aimait pas lire et puis un jour a trouvé le type de littérature qui lui plaisait bien. Et je me dis, tiens, mais ça, c'est une piste. Et en même temps, c'est vrai que je l'ai essayé aussi et avec mon fils et ça marche pas trop, quoi. Donc oui, je ne sais pas comment transmettre cette idée, mais c'est plus qu'une idée, hein, ce fait que la lecture est vraiment bénéfique, ça cultive l'imaginaire, la capacité de se représenter des images sur base de mots, l'évasion, se connecter à des émotions qui ont été écrites par quelqu'un d'autre. Enfin, ce n'est que bénéfique. Peut-être être patiente, attendre qu'ils soient adultes et de se dire qu'à ce moment-là, ils se rendront peut-être compte que c'est une belle ressource. Justement, enfin, le fait qu'ils soient jeunes, c'est pas le moment pour qu'on leur inculque. Je crois aussi. Ouais, ils ont... Après, tu peux pas forcer, hein. Après, la période obligation de lire tel ou tel livre pour l'école, ça en freine plus d'un. Exactement. Donc, je sais pas. Peut-être que le fait d'avoir un choix plus libre par la suite, ça aidera. Mais... Oui. Je pense que ce qui est important, parce que tu parlais justement des réseaux sociaux, des tablettes, c'est de proposer des alternatives. Et je sais que ce soit chez toi ou chez moi, les deux plus jeunes, ils sont quand même vachement branchés sport. Oui. Et donc voilà, ils ont d'autres pistes pour se défouler et s'épanouir. C'est le plus important au final. Oui. Tout à fait. Du coup, merci pour l'authenticité de vos récits. On sent vraiment la matière humaine, en tout cas, qui anime Bliss by Jay. Ici, on va passer à la dernière partie, qui est donc vision, règles et conseils plus concrets pour inspirer nos différents auditeurs. Donc, par rapport à votre slogan, derrière Big Job, Big Life, il y a une certaine philosophie de vie. Et justement, au-delà de ce slogan, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Je te laisse prendre celle-là. Mais on en parle souvent, d'autant plus qu'on a toutes les deux un job complètement différent. Et donc, on insiste vraiment sur le fait que big job, c'est pas un job qui est big dans le sens d'une hiérarchie, dans le sens d'un salaire, dans le sens d'une évolution, mais c'est un job pour lequel on a envie de se lever chaque matin, dans lequel on trouve du sens, dans lequel on s'épanouit, qui nous fait nous dire, voilà, c'est ce job-là que je veux. Et c'est la même chose pour la big life, c'est pas nécessairement faire le tour du monde, avoir une grosse voiture, mais c'est vraiment avoir trouvé réellement ce qui nous fait du bien, ce qu'on veut vivre de manière intentionnelle, et de ne pas se sentir entravé par des choses qui ne nous conviennent pas. Oui. Mais vraiment, c'est important parce qu'on a souvent cette question, mais finalement, moi, je m'y retrouve pas parce que j'ai pas un big job. Mais le big job, c'est toi qui le crée, en fait. C'est vraiment la manière dont on se perçoit dans sa vie professionnelle qui fait que notre job, il est big ou pas. Exactement. Justement, ça portait à confusion et je pense que c'était pertinent de vous poser cette question. Moi, en lisant justement ce slogan, je me suis dit, est-ce que vous aviez une clientèle ciblée que des directrices ou des CIO? Mais en fait, pas forcément du tout. Donc, pas forcément. Vous êtes ouverte. Et en même temps, ça peut l'être. Oui. Mais pas forcément. Ouais, donc c'est plutôt ouvert principalement aux femmes qui désirent structurer un peu mieux, en tout cas, leur... Et vraiment s'épanouir et se développer dans leur vie professionnelle. C'est vraiment une femme qui en veut plus de la vie en général, tant sur le plan pro que sur le plan perso. On aurait pu mettre Dream Big, ou voilà, ça peut être ça aussi, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, comment vous avez trouvé ce slogan Big Job, Big Life? C'est pas de nous, hein. Non. Mais je ne sais plus de qui c'est. C'est chez Eleanor. C'est chez Eleanor. Hein. Donc en fait, on s'est quand même fait accompagner, coacher pour développer Bliss. Et on avait trouvé une super coach canadienne qui s'appelle Eleanor Beaton, avec qui on a fait plusieurs programmes de formation. Et c'est lors d'un programme avec elle que... elle a vraiment le sens... Oui, elle a le sens du mot. Alors, elle a le sens du mot en anglais. Donc.
Et souvent, l'anglais est une langue assez économique, et donc en un mot, c'est vite très percutant. Et en lui expliquant ce qu'on voulait apporter aux femmes, quel type à quel type de problème on voulait répondre, c'est elle qui a trouvé ça. Et finalement, on n'a toujours pas trouvé mieux. Je dis qu'on pouvait le laisser, hein, même en français, on comprenait Big Job, Big Life. Ah, clairement. Ah non, tout à fait. Puis ce petit côté anglophone, ça différencie et ça vous met en lumière. Une question assez spéciale, je dirais. En tant que femme, si vous deviez réinventer les codes du monde du travail pour les femmes, quelle serait la première règle que vous changeriez? Mais là, je pense que ça dépend. Je ne sais pas si on va avoir la même réponse parce qu'on a des expériences professionnelles différentes. Moi, dans ce que j'ai connu du monde du travail, ce que je voudrais voir changer, c'est que je voudrais voir vraiment une réelle égalité salariale, hommes-femmes, et une transparence des salaires. Parce que le salaire reste quelque chose de tabou. Tout à fait. Je sais pas combien gagne ma voisine, mon voisin, alors qu'on a le même titre. On utilise souvent le congé de maternité pour expliquer la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Je trouve que quand on prend 3 mois, je vois pas pourquoi ça justifierait... 3 mois de congé de maternité, je vois pas pourquoi ça justifierait des différences. Oui, les hommes négocient mieux à l'entrée. Est-ce que c'est ça qui doit justifier? Donc moi, ce serait vraiment ça, en fait. Et je pense qu'en Belgique, on n'est pas si mal lotis que ça, dans l'égalité homme-femme, point de vue des salaires. Mais ça reste un sujet quand même tabou, opaque. Voilà. Moi, ce serait ça. Oui, moi, je suis dans un milieu tellement différent, très féminin en plus. Moi, je dirais... je le voyais plus en termes de... relationnel. Oui, relationnel et de représentation de la femme qui, malgré tout, continue de parasiter, que la femme est trop sensible, qu'elle prend des décisions basées sur ses émotions. Et je trouve qu'en tant que psy, en tant que psy qui travaille dans la justice, en fait, non, le fait d'être un homme ou une femme ne joue pas sur la qualité des décisions que tu prends pour tes patients, pour tes bénéficiaires. Et je trouve que parfois c'est un peu caricatural de dire ah mais oui parce que elle est femme, elle va se ramollir entre guillemets ou ne fonctionner qu'à l'émotionnel. Non, moi je fonctionne vraiment pas à l'émotionnel de base, donc je me reconnais pas du tout là-dedans et ce sont des propos qui continuent quand même de me heurter vraiment. C'est vrai que le patriarcat est toujours assez présent, faut pas se leurrer non plus. Ouais, ça te décrédibilise en tant que femme du coup dans les décisions que tu prends. Alors ça n'arrive pas tout le temps, mais je l'entends encore parfois quand même. Quoi. Oui, allez, on a quand même eu quelques clientes qui sont venues parce qu'elles avaient reçu des feedbacks de tu dois apprendre à gérer tes émotions. Mais oui, mais comme si le fait d'avoir des émotions était quelque chose de négatif. C'est ça. Il y a aussi tout un côté positif et tous des avantages au fait d'avoir des émotions. Tes émotions, parce que les émotions, elles sont là. Pas pour ça que tes décisions vont être guidées par ça. Mais tu les vis, tu les ressens. Et c'est OK, tout à fait. On a tendance, en tout cas, les hommes ont vraiment cette caricature de la femme. Je ne sais pas si c'est bienveillant ou non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez pesant, en tout cas, surtout pour notre génération, de toujours la vivre. Et on espère que ça changera un jour. En tout cas, c'est l'objectif. Parlons un peu plus conseils, plus pratiques. Si vous deviez donner un conseil à une femme ambitieuse et qui hésite à se lancer sur un projet parce qu'elle se sent pas à la hauteur, quel serait un ou des conseils que vous lui donneriez? Ne laisse pas ta peur prendre le pouvoir. C'est vraiment cette question... ose, voilà, on pourrait dire ose, agis, c'est par l'action que de toute façon tu vas voir si ça fonctionne ou pas. La peur en soi, elle est là pour nous protéger, c'est pas mauvais la peur, mais son fonctionnement, son mécanisme d'action, c'est qu'elle nous invite à rester toujours dans le même. Or, c'est par le changement qu'on vit des choses plus intenses, qu'on peut avoir accès à autre chose, et donc à un moment, dépasse ta peur et vas-y. Et
qu'est-ce que tu risques? C'est ça. Et prends une petite action. Je pense que quand on a un projet comme dans ce que tu proposes dans ta question, ça peut sembler être un éléphant, mais comme on dit, il faut saucissonner l'éléphant et commencer par une première action, ouvrir une première porte, envoyer un premier email, passer un premier coup de téléphone. Et ça, c'est ce qu'on aime bien aussi appeler ce cercle vertueux. Une fois que tu as pris une action, il y a quelque chose qui se passe, mais continue. C'est aussi, moi je trouve, faire ce premier pas et puis sois discipliné pour continuer sur le long terme. Parce que, voilà, c'est pas qu'une action qui va faire que ça change, c'est régulièrement, chaque jour, chaque semaine, planter une petite graine. Et parfois, la petite graine, elle aura seulement les résultats dans 6 mois. Mais continue, ose et ne te décourage pas. Parce que, notre génération, elle a tendance à, voilà, je vais faire un pas, mais il me faut le résultat instantanément. Et c'est vrai que ça pousse à la frustration, à se dire, au final, ça sert à rien ce que je fais. Alors qu'en fait, le résultat, tu vas l'avoir peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Oui, je te rejoins là-dessus, sur la question, je pense, j'ai des mots qui me viennent, impatience, découragement, mais ça prend quand même du temps. Faut pas non plus se dire, bon, je me lance et si dans 2 mois ça ne va pas, je ferme boutique. Non. Elle laisse le temps de, justement, que les gens te connaissent, que le bouche à oreille, ça va très vite. Puis, il n'y a pas que les réseaux sociaux non plus. Donc, vraiment prendre le temps d'être là. Par rapport, je dirais, à l'impact que vous rêvez d'avoir sur les femmes que vous accompagnez, quel serait-il ? Moi, je pense que je suis jamais aussi heureuse que quand on a des retours des femmes qui ont travaillé avec nous et qui nous disent 2 ans après, ah mais ça a vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait votre programme de coaching, ça m'a tellement aidée. Et je reviens, je regarde mes outils, et j'y reviens régulièrement et je vois clair dans ce que je veux pour moi. Voilà, moi. C'est ce qui t'anime. Oui, c'est qu'elles reviennent sur le moment qu'elles ont partagé avec nous pendant les séances de coaching et qu'elles se disent après, voilà, ce truc qui me bloquait, ce truc qui m'empêchait de vivre mon big job, ma big life, mais grâce à Bliss, je l'ai dépassé et c'est un résultat durable. Oui. Ça, c'est top. Ouais, effectivement, avoir cette reconnaissance de se dire qu'on a impacté une vie, qu'on a pu changer la vie d'une femme. En tout cas, vous faites un job hyper impactant, hyper fort. Et ça, je voulais justement vous féliciter par rapport à ça. C'est top. Et si en plus elles se disent qu'elles ont passé un bon moment, bah c'est bien. Ce qui en général est le cas. Du coup, par rapport justement à votre programme, pour un peu plus en parler en détail, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? C'est vraiment individuel, personnalisé par rapport à chaque femme ? Alors, ce sont des programmes de petits groupes, donc du coaching en petits groupes. Jess a expliqué au début que voilà, pour elle c'est important d'avoir cet échange en petits groupes. Maintenant, chacune vient avec sa problématique. Donc, et selon ce que chacune veut dépasser, veut traiter, les échanges qu'on va avoir avec elle seront évidemment ciblés sur sa problématique. On les rencontre individuellement avant le programme pour justement vraiment cibler ce qu'elles attendent de nous, entre guillemets, ce qu'elles espèrent vraiment trouver dans le programme. Donc on garde ça à l'esprit après en fil rouge de tous nos échanges avec elles. Et alors on a aussi un moment individuel au tout début du programme. On utilise un outil qui s'appelle l'énéagramme pour mieux se connaître. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait en individuel. Et puis chacune arrive dans le groupe et partage ce qu'elle a compris de sa base énéagramme et du coup de ce qui l'anime profondément, de sa motivation profonde face au monde.
Et ça crée déjà une base où on est toutes différentes, mais on arrive toutes avec cette compréhension de nous par ce biais-là. Et puis c'est toujours des allers-retours entre voilà ce qu'on a en commun et voilà ce qui nous distingue. C'est chouette. Et parfois, certaines peuvent être un petit peu, on peut dire effrayées, mais pas à l'aise d'être dans un groupe. Et en fait, le feedback unanime qu'on reçoit à chaque fois, c'est la force du groupe. Les échanges qu'on a eus avec vous, mais aussi entre elles, ça, c'est toujours... ultra fort. Ouais, vraiment. Très enrichissant. Vraiment. Ouais, parce que chacune apporte sa plus-value. Et une de nos valeurs clés, c'est la bienveillance. Et ça, on le voit tout de suite. Quand on a ces premières interactions avec les personnes. Mais pour nous, c'est essentiel d'avoir des femmes qui sont bienveillantes, qui vont vraiment accueillir les témoignages des autres dans un esprit de bienveillance et pas dans un esprit de jugement. Exactement. C'est ce qui fait votre force au final pour accompagner ces femmes qui se sentent en sécurité. Tout à fait. Oui, en sécurité, c'est tout à fait ça qu'on essaie d'instaurer. Ouais. Exactement. Du coup, on va finaliser et terminer ce bel échange par un mantra final. Enfin, si vous deviez laisser une phrase, un conseil aux différents auditeurs qui nous écoutent, quel serait À cœur vaillant, rien d'impossible. Moi, je pensais à la phrase qu'on ressort très souvent d'Einstein. Ouais. La folie, c'est faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu as envie de changement, à un moment donné, il faut bouger, il faut sortir de là où on se trouve. Ultra fort. Du coup, avant de se quitter, j'aimerais vous proposer le rituel de ce podcast. Ce serait d'écrire une phrase, un conseil, une promesse qui vous tient à cœur pour une personne qui voudrait entreprendre ou en tout cas qui a le désir de le faire mais qui n'ose pas. D'accord. Voilà. Chacune une. Oui. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier sincèrement pour ce bel échange. Merci à toi. Ça fait toujours plaisir de pouvoir accueillir des femmes, des grandes femmes comme vous. Et je pense que ça va en inspirer plus d'une à avoir ce type de parcours. Et un grand merci, tout simplement. Merci pour l'invitation. Merci pour l'opportunité, c'est très chouette. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les informations concernant Bliss by J en barre d'infos, ainsi que les différents événements qu'elles organisent très prochainement. N'hésitez pas aussi à partager, liker, commenter. Et s'il y a une femme qui désire entreprendre et qui n'ose pas, partagez avec elle ce podcast. Et puis si vous désirez participer avec nous à Salacyl Breakers, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail qui sera en barre d'infos.